Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. Des sanctions gouvernementales après le drame de Tori-Bocito. Plusieurs responsables ont été relevés de leurs fonctions. Quelle analyse peut-on faire de ces sanctions? Éléments de réponse dans cette édition. Au Burkina Faso, les présumés auteurs du coup d'État manqué de septembre 2015 seront poursuivis. Ils vont commencer par comparaître au plus tard en janvier prochain. Et puis, le ministre de l'Intérieur gabonais à Abidjan ce mercredi. Objectif de cette visite, dissiper tout malentendu et renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Bienvenue dans cette édition. Célébration ce jeudi de la Journée internationale de la démocratie. Eh bien, le thème de cette année est démocratie et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour ce qui concerne le Bénin, son système politique actuel procède du renouveau démocratique institué grâce à la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Et d'une journée à une autre, célébration demain de la Journée internationale de préservation de la couche d'ozone. La 29e édition, le thème retenu est couche ozone et climat restauré grâce à un monde uni. En prélude à cette journée, le directeur de l'environnement a donné ce jeudi à la salle de conférence de sa direction un point de presse objectif, faire le point des activités et mesures prises au Bénin pour la protection de la couche d'ozone. Voici un extrait de sa déclaration au micro de Corneille Haïssé et Fréjus Fiossi. La couche d'ozone, c'est un parapluie naturel que le Créateur a mis qui nous permet donc, qui nous préserve contre les rayons ultraviolets qui nous parviennent du soleil. Donc c'est un bouclier qui nous protège et qui permet donc un bon fonctionnement de la vie sur la Terre tout simplement. Donc c'est à travers ce parapluie que nous arrivons donc à vivre tout simplement parce que ça constitue un filtre qui permet donc de limiter donc tous ces rayons ultraviolets donc qui arrivent sur la surface de la Terre. Le thème retenu au niveau de la communauté internationale et qui est le thème aussi retenu au niveau du Bénin, c'est l'ozone et le climat restauré grâce à un monde uni. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne l'ozone, je vous ai dit c'est un parapluie et dès qu'il y a des dégradations, ça veut dire que c'est des trous que vous avez au niveau de ce parapluie. Le climat aujourd'hui ici, cela ne nous disait rien il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que les changements climatiques posent d'énormes problèmes. Mais ozone et climat restaurés grâce à un monde uni parce qu'il y a déjà une dégradation. Donc il faut penser à une restauration donc en éliminant les substances approvissionnant la couche d'ozone. Il faut penser aussi à un changement de comportement, réconcilier donc les hommes avec leur environnement. Et donc voilà pourquoi donc ensemble unis donc sur toute la planète, nous pourrons donc aller encore faire d'autres pas et réduire donc le réchauffement climatique. Célébrer la journée mondiale de la couche d'ozone nous permet d'informer, de sensibiliser nos populations, de sensibiliser les acteurs qui utilisent les substances approvisionnant la couche d'ozone, à savoir les hydrochlorofluorocarbones, les chlorofluorocarbones, les bromures de méthyle et puis les halons. Donc, dans toute la chaîne, toutes ces molécules participent à la dégradation donc, de la couche d'ozone et il est très important pour nous de sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire partant des artisans, des techniciens, des ingénieurs, donc jusqu'aux enseignants même qui enseignent dans le froid et la climatisation. Et mieux encore, ça permet de sensibiliser la population en ce qui concerne la consommation de ces différents produits qui sont des fluides frigorigènes que nous utilisons dans les chambres froides, pour les climatiseurs et autres. Donc voilà donc le but de la célébration donc de cette journée de préservation de la couche d'ozone. Le Bénin a mis en place un programme de gestion, d'élimination de ces substances, notamment l'hydrochlorofluorocarbone, et a défini un calendrier, un agenda donc avec l'international parce que c'est suivi systématiquement par la convention, le secrétariat de la convention d'ozone. Et donc cet agenda, ce calendrier nous permet donc d'éliminer progressivement ces substances donc, qui arrivent sur le territoire béninois.
Issue du Conseil des ministres de ce mercredi 14 septembre 2016, le gouvernement s'est prononcé sur l'explosion de la décharge d'incinération à Tori-Avamin. Plusieurs responsables ont été relevés de leurs fonctions et des poursuites judiciaires engagées au regard de l'ampleur de ce drame. Quelle analyse peut-on faire de ces sanctions? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serwan. Sanctions administratives prononcées, ouverture d'enquêtes judiciaires et de procédures à l'encontre de quelques personnes jugées fautives dans la survenance du drame de Tori-Avamin, les punitions gouvernementales n'ont pas tardé à pleuvoir après ce drame qui a coûté la vie à près de 20 citoyens et fait 97 blessés. Du commissaire de police de Tori-Bocito, du chef de brigade de la gendarmerie de Tori-Bocito et du chef dépôt douane. Ces 3 agents ont été relevés de leurs fonctions. Une réaction du gouvernement qui ne manque pas d'explications. Au-delà de tout, la responsabilité du gouvernement en place est engagée du simple fait que le gouvernement est en place. Ça suppose que c'est une question morale pour l'État de pouvoir réparer les préjudices, encore que l'État peut ne pas le faire, et contraindre la société à réparer les préjudices causés et à dédommager les victimes. L'État et la justice, encore que certainement que la justice le fera, dans cette situation, la justice prend des mesures pénales, mais également des mesures civiles. Les éléments d'analyse sur le drame de Tori ont également révélé plusieurs inégalités, comme le défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'incinération par la société incriminée. Une pratique frauduleuse que Nelson Avademin a du mal à comprendre. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Alors, je dis, il faut aller au-delà de ça. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Bénin, qu'on ait un site du genre, qu'un promoteur n'ait pas l'agrément et exerce en toute quiétude et en toute liberté. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des complicités à des niveaux très élevés. Donc ces 3 ministères, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce, je crois que les responsabilités doivent être situées et si ces ministres ont encore un peu de dignité, je crois qu'ils doivent déposer simplement le tablier. On a beau sanctionner, il subsiste quand même des interrogations au sujet du drame. Est-ce que les procédures pénales annoncées seront effectivement, ou plutôt vont effectivement aboutir? Est-ce que les victimes ainsi que leurs familles obtiendront justice? Est-ce que des velléités d'accointance ne vont pas se mêler à la danse? Il y a beaucoup de questions qui se posent et nous attendons, nous espérons vivement que le gouvernement du président Patrice Talon profitera de l'occasion pour rassurer les Béninois que la justice et l'équité existent encore. Comme quoi, le drame de Tori-Avamin n'a pas fini de faire parler de lui. Le directeur de l'Agence nationale de la protection civile a été interrogé au sujet de ce drame. Il revient ici sur un facteur important. On l'écoute. Ce qui a favorisé cette cacophonie-là d'abord, c'est que la mairie de Tori, au jour d'aujourd'hui, ne dispose pas d'un PCC, d'un plan de contingence communal. C'est à déplorer. Si un plan de contingence existait, les premières réactions, tout est prévu. Les structures qui évoluent sur le terrain, que ce soit la sécurité, la santé, tout est prévu dans ce document-là que nous avons le plan de contingence. C'est déplorable que la commune ne dispose pas de plan de contingence. Mais suite à notre rencontre avec le maire, je crois que nous avions saisi le PGMU, la Banque mondiale, à travers le PGMU, qui va nous accompagner à appuyer la commune de Tori à développer son plan de contingence. Donc, c'est ça qui fait que, dès que le drame s'est produit, bon, même les autorités locales ne savaient pas où se donner la tête. Qu'est-ce que chaque structure déconcentrée de la commune doit faire? Rien n'était prévu. Alors que le plan de contingence prévoit tout ça. Donc, c'est ça. C'est un document, un instrument très, très capital dans la gestion de catastrophes. Ça, c'est un document de prévention et de prévision. Et ensuite, de réponses rapides à apporter. C'est le lieu maintenant de demander, de solliciter au niveau de tous les maires, de faire la cartographie de ces centres, des risques existants. Hein, ce n'est pas seulement à Tori, ça doit exister encore dans d'autres communes. Un commissaire de police, un chef de brigade de la gendarmerie et un chef dépôt douane, tous relevés de leurs fonctions, c'est en partie la substance du résumé du Conseil des ministres du 14 septembre 2016. Suivez un extrait du point fait par le ministre Pascal Irénée Koupaki.
Le Conseil a autorisé par ailleurs le ministre de la Justice et de la Législation à organiser les concours d'accès à ces 42 nouvelles charges. Deuxième dossier important, programme d'urgence de renforcement des infrastructures universitaires. Le Conseil a adopté un programme d'urgence pour le financement d'infrastructures et équipements prioritaires à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou et à l'Institut de Savalou. La mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire appelle des mesures d'urgence de renforcement des infrastructures et équipements pour la rentrée universitaire 2016-2017. Le drame d'Avamé est né, d'une part, d'un manquement professionnel sur la chaîne opérationnelle de l'activité d'incinération et, d'autre part, d'une violation des lois et règlements. Il ressort des premiers éléments d'analyse que l'opération est frauduleuse pour deux raisons. La première, le promoteur n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire pour l'exercice de cette activité. Deuxième raison, la procédure de destruction des produits avariés n'a pas été respectée et l'opération n'a pas été sécurisée à la mesure des risques potentiels. Ceci met donc en jeu des responsabilités à divers niveaux au regard de la complaisance et de la négligence relevées. Le Conseil a pris acte des sanctions administratives prononcées par les ministres suivants, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et le ministre chargé de l'Économie et des Finances. Sanctions administratives prononcées par ces trois ministres à l'encontre du commissaire de police de Tory-Bocito, du chef de brigade de la gendarmerie de Tory-Bocito et du chef dépôt douane. Ces trois agents ont été relevés de leurs fonctions. Enfin, à l'issue du Conseil et au titre des mesures individuelles, le général de brigade Laurent Amoussou est nommé chef d'état-major général des forces armées béninoises en remplacement du général de brigade Awal Naïmi, admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er octobre 2016. Au registre éducation, c'était l'une des actualités brûlantes de ces derniers mois. Les faibles taux de réussite notés aux examens nationaux de 2016 dans le BEPC. Ces résultats auront sans conteste un impact sur l'année scolaire prochaine, une situation que s'apprêtent à gérer les chefs d'établissement. Mais avant cela, je vous propose de passer à la loupe les mots de cet enseignement secondaire. Les résultats des examens nationaux au titre de l'année académique 2015-2016 ont révélé l'état critique du système éducatif béninois. Le taux de 16% enregistré au brevet d'études du premier cycle a lui permis d'exposer les difficultés de l'enseignement secondaire. Le 27 juillet, le père Crépin Akakovi, directeur de publication de la Croix du Bénin, exposait les résultats de son enquête sur les causes de ces échecs. L'incapacité de l'exécutif à construire assez de salles de classe et à fournir du matériel pédagogique adéquat. Au cours d'une séance de réflexion sur les performances du système éducatif le vendredi 2 septembre, Prière Adonang Bodé, inspecteur de l'enseignement secondaire, a révélé quelques facteurs inhérents à ce faible taux obtenu au BEPC 2016. La qualité des ressources dont on dispose. Et je sais que ce problème-là est arrivé certainement à cause de la fermeture des écoles de formation. L'inspection n'a pas été présente sur le terrain comme il le faut, surtout vers les zones reculées. Michel Rodonon a quant à lui évoqué le 6 septembre 2016 lors d'un forum sur l'école béninoise d'autres causes. Première cause, c'est le contenu des programmes. Deuxième cause, c'est la pénurie d'enseignants. Il n'y a pas d'école sans enseignants.
Après ce fort taux d'échec au BEPC, 84%, les regards sont tournés vers la gestion de cette masse d'élèves redoublant. Mais pour Joseph Siméon, directeur du collège d'enseignement général de Bégamin, la reprise de la classe de 3e n'est pas systématique. L'enfant qui a été assidu tout au long de l'année scolaire, qui a réuni la moyenne de classe 10 pour passer en classe de seconde, il passe. Ce qu'il est, son BEPC ou pas. Maintenant, s'il n'a pas les 10 de moyenne, il reprend la classe. Cependant, comme lui, les autres collèges sont souvent confrontés à des problèmes d'effectifs qu'ils essaient de régler, mais pas sans séquelles. À l'heure où je vous parle, mon collège doit des millions aux fournisseurs de tables-bancs. On s'endette pour le faire et les subventions n'arrivent pas. La rentrée académique 2016-2017 enregistrera beaucoup d'inscriptions. Outre le recrutement d'enseignants qui s'impose et la construction de salles de classe, il faut que le nouveau gouvernement, le nouveau régime, pense vraiment à équiper les collèges en matériel de toute nature, que ce soit table-banc, matériel pour le laboratoire, pour qu'on puisse savoir qu'à la rentrée là qui démarre, démarre effectivement sous de bonnes augures. Ces initiatives permettront sans doute d'enregistrer de meilleurs scores pour les prochains examens. Éducation toujours, formation accréditée par le CAMES, diplôme consigné par l'État. Les thèmes ne manquent pas aux établissements de l'enseignement supérieur privé pour donner de la visibilité à leur parchemin. Au-delà des mots et des expressions que représentent ces parchemins, diplôme de l'enseignement supérieur, quelle valeur? C'est un sujet de Loris Freddy Davor, Cyril Agbo et Fréjus Fiorci. Le diplôme est une reconnaissance officielle d'un parcours de formation, matérialisé par un document. Le diplôme certifie l'acquisition de savoir et de compétences dans une spécialité professionnelle ou non. Le secteur de l'éducation béninoise est aussi animé par des écoles et universités privées qui viennent prêter main forte au service public. Quelle est alors la valeur des diplômes délivrés par les écoles et universités privées? Nous formons les AE par délégation du pouvoir d'État. Parce que c'est l'État, en fait, qui travaille avec nous et c'est sur cette base qu'on nous accorde, qu'on nous concède la possibilité de pouvoir faire les formations. Et lorsque nous finissons les formations, alors donc on transmet à l'État les diplômes sur la base des engagements, des cahiers de charges que nous avons signés. Et l'État vérifie sur pièce et signe les diplômes. La valeur des diplômes délivrés par les unités privées dépend de l'arsenal mis en place, dépend du respect des normes et principes qui régissent l'enseignement supérieur. Ces normes et principes sont déclinés à travers les programmes de formation, à travers la qualité des enseignants, à travers le dispositif d'accompagnement pédagogique. La valeur d'un diplôme ou d'une certification n'est pas seulement liée au contenu de la formation, aux compétences et au savoir acquis, mais aussi à la réputation de l'organisme, que dis-je, de l'école ou université qui le délivre. En parallèle, ces organismes deviennent des groupes d'éducation et de formation mêlant diplômes homologués par l'État, certification reconnue ou accréditation CAMES et ou partenariat avec des établissements étrangers. Les établissements privés d'enseignement supérieur existent tous, mais ne sont pas sur le même registre. Il y en a qui sont en règle absolue, réguliers, réglementaires avec l'autorité, donc avec l'État. Il y en a dont les filières sont homologuées. Il y en a qui ont les infrastructures, qui ont le personnel enseignant qu'il faut pour délivrer leur formation. Si on prend cette grande catégorie d'établissements privés, les diplômes qu'ils délivrent sont des diplômes parfaitement limpides. Parfaitement limpides dans ce sens-là qu'ayant rempli toutes les conditions à la base, le gouvernement les accompagne sur tout le processus et puis à la fin, soit reconnaît leur diplôme pour ceux qui ont été délivrés juste avant juin 2011 ou co-signe pour ceux qui ont été délivrés à partir de juin 2011. Ça veut dire que ces diplômes ont la même valeur
que les diplômes délivrés dans les universités publiques. Pendant que les entreprises recherchent les cadres et dirigeants diplômés des meilleures universités, écoles d'ingénieurs ou de commerce, certains promoteurs tardent à se conformer aux réglementations en vigueur. L'actualité sur le continent, les autorités du Burkina Faso devraient ouvrir le procès des auteurs présumés du coup d'État manqué de septembre 2015. C'est une annonce faite ce mercredi par le procureur militaire, signalant que 85 personnes sont inculpées dans le cadre de cette procédure. On écoute quelques personnes à propos. La justice connaissait des difficultés, les juges d'instruction avaient des difficultés, il n'y avait pas de la coopération. Nous avons saisi des autorités de la place pour avoir des informations sur les forces même qui occupaient les places, sur les responsables. Cela ne nous a pas été communiqué. Il y avait un silence total. Mais au contraire, avec le travail de la commission, les langues se sont déliées. Avec le rapport de la commission d'enquête, nous avons reçu beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations et surtout le nom des responsables, des chefs, des auteurs, des co-auteurs, des complices, des commanditaires. Donc il y a des personnes qui sont identifiées comme pouvant être inculpées et je puis vous assurer que les juges le feront. Nous sommes aujourd'hui dans ce dossier à près de 2500 pages, 3000 pages. On a déjà une idée des choses et nous pensons que les choses iront très vite. Si franchement d'ici décembre nous ne commençons pas le procès, nous sommes persuadés que dans ce dossier Pouche, en début janvier au plus tard, nous serons en mesure d'organiser ce procès. Le ministre gabonais de l'Intérieur s'est entretenu ce mercredi avec Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Le but officiel de cette visite est de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Elle intervient quand même dans un contexte post-électoral du Gabon marqué par des révélations faisant état de ce qu'un conseiller du président ivoirien a contribué à la démission de certains membres de la CENAP. Je suis venu donc en Côte d'Ivoire à la demande de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État donc de la République gabonaise, pour apporter donc au président de Côte d'Ivoire les liens de fraternité qui ont toujours uni les peuples gabonais et les peuples ivoiriens. Ces personnes qui, travaillant pour leur propre compte, posant des actions pour leur propre compte, se sont retrouvés dans des activités au sein même du processus électoral gabonais. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a simplement pris des décisions, je pense, qui s'imposaient pour qu'il n'y ait pas de doute possible ni d'interprétation quelconque sur le fait que certaines de ces personnes travaillent à la présidence de la République. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. Un bus transformé en salle informatique, l'expérience est en cours à Madagascar. Il permet de former des habitants du pays à la programmation informatique. Et vous allez le voir, les résultats de cette expérience sont probants. 2 fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis un an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs ou sinon il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans du côté des nouvelles technologies. Donc ils peuvent vraiment te prendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème.
Ils peuvent aussi avec ça faire comme nous, vraiment faire la sensibilisation, apprendre aux autres comment c'est codé. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur. 500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre attention et à demain.